Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 81 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Maria Val et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. 7000, c'est à peu près le nombre d'enfants adoptés depuis la Corée du Sud entre 1980 et 2000. À cette époque, la Corée du Sud est la première source d'adoption internationale en France. Au début des années 80, ce sont près de 1000 bébés par an qui arrivent sur le sol français. Et c'est ce qui est arrivé à Anne-Sophie Imbert. Avant de devenir mère, Anne-Sophie se contrefout de son histoire familiale. Et pourtant, elle a passé 8 mois dans un orphelinat coréen avant de rejoindre sa famille française. Pendant 33 ans, l'adoption c'est un non-événement dans sa vie, jusqu'à sa grossesse en 2018. D'un coup, sans la prévenir, tout ce pan de son existence ressurgit. Avec l'arrivée de Jules, Anne-Sophie s'autorise à ressentir ses émotions de bébé, et c'est le tsunami. Dans cet épisode très émouvant, Anne-Sophie explique ce que devenir mère en étant adoptée peut représenter, comment elle a vécu cette matrescence si particulière et comment son regard sur sa mère biologique a changé du jour au lendemain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Clémentine. Ça va ? Pas trop stressée ? Ça va et toi ? Un petit peu. Alors vous n'avez pas l'image, mais j'ai une très belle image devant moi. Tu as ton bébé en porte-bébé et tu te balances de droite à gauche pour la calmer, puisque on le sait, les bébés n'aiment pas quand on s'assoit. Il faut être toujours debout. Alors, Anne-Sophie, on est là pour parler d'adoption. C'est un thème que j'ai pas encore vraiment abordé dans le podcast et je suis vraiment contente de te recevoir. T'es née en Corée du Sud il y a presque 36 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu sais de ton histoire ? Alors, je ne sais pas grand-chose en fait. Je sais que je suis née aux alentours de Séoul. Je ne sais pas exactement où. Je sais que je suis née autour du 9 juin, mais je ne sais pas exactement quand. Et je sais à peu près la raison de mon abandon, qui était due en fait à une malformation que j'avais à la naissance, qui s'appelle une fente labiopalatine, et qui expliquait en partie la raison pour laquelle en fait j'avais été mise en adoption. Parce que c'est une malformation qui nécessitait des opérations assez lourdes, assez chères, et qui en plus pouvait, d'un point de vue social en Corée, et même en France d'ailleurs, être assez compliqué à gérer. C'est à peu près tout ce que je sais en fait. Tu sais même pas exactement ta date de naissance ? Non, mais donc après, au bout d'un moment, il faut l'arrêter. Donc, on a décidé, je pense que l'orphelinat et l'administration a décidé que c'était le 9 juin 85. Mais je sais, pour sûr, qu'il y a un doute autour de cette date. D'accord. Et toutes ces informations, tu les as récoltées via un dossier auquel tu as eu accès ? Comment tu sais ça ? Oui, alors ça, c'est mes parents adoptifs, même si je n'aime pas dire cette expression, mais qui, dans leur démarche d'adoption, ont eu ces informations-là. D'accord. Alors, tu fais partie d'une famille qui est 100% adoptée, c'est ça ? Exactement.
Exactement, parce qu'en fait, ma mère et mon père n'arrivaient pas du tout à avoir d'enfants. Contrairement à certaines familles où ça peut être un choix, etc. Là, ma mère, elle a toujours dit d'ailleurs assez clairement que elle avait adopté parce que elle n'avait pas le choix et qu'elle a essayé pendant 10 ans d'avoir des enfants biologiques. Elle s'est heurtée du coup à un obstacle qui était l'infertilité. Et finalement, donc ça a été son plus grand bonheur, c'est ce qu'elle dit toujours après, de pouvoir nous adopter tous les trois. Donc elle a commencé avec ma sœur Caroline, qui est née en Corée aussi, mais qui a la particularité d'être métisse parce que du coup, elle était enfin, elle est née d'un GI américain et d'une mère coréenne. Donc ça, c'était très mal vu parce que c'était une union, enfin, c'était une union illégitime hors mariage. Donc c'est sûrement la raison pour laquelle elle a été mise en adoption. Et mon frère qui est arrivé 3 ans après et qui lui est 100% coréen. D'accord. Et moi, je suis arrivée 3 ans après, 100% coréenne. Donc vous avez quand Voilà. même tous un lien, c'est la Corée. On a tous un lien, c'est la Corée. On est tous passés par le même orphelinat qui s'appelle le Holt. D'accord. C'est un grand orphelinat et par exemple, je sais pas si tu connais des personnes coréennes adoptées, mais il y a par exemple Fleur Pellerin, Jean-Vincent Placé, ils sont aussi passés par cet orphelinat. D'accord. Non, en revanche, j'avais vu le documentaire de deux sœurs jumelles séparées à la Oui, naissance et qui retournent tout à dans fait. l'orphelinat en Corée du Sud. C'est deux sœurs, une américaine et une française, en fait. Une française, tout à fait. Ouais, enfin, moi, j'ai écouté le podcast, Mm. mais j'ai pas vu l'émission. Ouais. Et c'est vrai, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que la Corée du Sud, ça a été un grand pourvoyeur d'enfants à adopter à ce moment-là? Alors moi, je me suis jamais trop renseignée parce que je m'intéressais pas trop à la question, mais de ce que j'avais compris, c'est que pendant très longtemps, pour eux, c'était inenvisageable d'adopter des enfants. C'était pas dans leur culture. Déjà pendant longtemps, ça a été un pays assez pauvre, etc. Et puis après, même quand ils avaient eu un peu les moyens, ils s'en sortaient. Euh, Quelque part, si ces enfants avaient été mis en adoption, c'était pour une raison et personne d'autre ne les aurait adoptés, D'accord. tu vois. Et après, la Corée s'en est sortie et aujourd'hui, la Corée ne donne plus d'enfants en adoption, évidemment, parce que aujourd'hui, c'est un pays riche, donc il y a de moins il y a de moins en moins d'enfants à adopter et de toute façon, ils ne les donnent plus en adoption internationale. D'accord. Ouais, mais c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a toute une génération de trentenaires, quarantenaires Tout à qui fait. vient de Corée du Sud, un peu dans les pays, que ce soit les États-Unis ou la France, tu vois, ça m'interpellait. Comment est-ce que tes parents t'ont raconté que tu étais adoptée? Est-ce qu'il y avait un livre? Et comment à la maison, quand tu étais petite, c'était un sujet? Alors en fait, mes parents, ils nous ont toujours dit qu'on était adoptés sans qu'on ait une annonce. C'est-à-dire que ça a tellement fait partie de. Enfin, ma mère, elle me raconte que, par exemple, quand j'étais petite, elle me changeait, elle me racontait que son ventre n'avait pas pu porter de bébé parce que elle avait un problème et que du coup, j'avais été portée dans le ventre d'une autre maman, etc. Enfin, avec des mots d'enfant, etc. Ce qui fait que j'ai jamais le souvenir d'un choc brutal de me dire, bah, en fait, mes parents ne sont pas mes parents de naissance, etc. Et ça a été toujours dans notre histoire, en fait. Donc, pas d'annonce. Et en plus, comme me le dit souvent aussi ma mère, il n'aurait pas pu nous mentir parce que mes parents sont blancs. Et ma sœur étant métisse et mon frère et moi coréens, de toute façon, on n'aurait pas pu passer à côté du truc, je pense. Mais Ouais, c'est sûr. Et puis toi, ils étaient rodés finalement quand toi t'es arrivée aussi. oui, pour moi, ils étaient rodés, ouais. Mais pour ma sœur, c'était pareil. Parce que je pense qu'ils étaient aussi très bien entourés. On a été adoptés via une association qui s'appelle les Amis des Enfants du Monde. Euh, et c'est une association qui entourait très bien, je pense, les parents, qui les accompagnait sur. Je pense qu'aucun enfant adopté via cette assoce a grandi dans le mensonge ou dans le non-dit. Je pense que ils savaient accompagner les parents pour les préparer à tout ça en fait, parce que ça fait partie du process d'acceptation en fait. Comment est-ce que toi tu définirais d'être une enfant adoptée? Ça représente quoi pour toi? Et bah c'est marrant parce que pendant des années ça représentait un non-événement. Mais vraiment, je me disais, mais en fait, tout le monde m'en parlait. Et pour moi, j'avais l'impression que je comprenais pas pourquoi ça intriguait tant les gens. Donc pendant longtemps, c'était un non-événement. Et aujourd'hui, c'est vraiment la base de mon histoire, je pense.
Ah, c'est que depuis récemment, et on va en parler, que tu trouves que c'est la base de ton Voilà. histoire. C'est depuis la naissance, enfin depuis la grossesse, Hmm. depuis ma première grossesse, quand j'attendais mon fils Jules. Et donc, parce que petite, pour toi, c'était une question que tu balayais, qui n'avait pas d'importance? Non, et tu vois, je te disais, pour moi, enfin, mes parents ne l'ont jamais annoncé, mais pour moi, même s'ils nous le disaient, c'était ancré qu'on était adoptés. Quand je regardais ma mère, j'avais l'impression de lui ressembler. On a les mêmes expressions de paroles, etc. Et donc, du coup, quand les gens me disaient, mais ta mère, c'est pas ta mère, elle est pas chinoise, parce qu'en plus, les gens me traitaient toujours de chinoise, même si j'étais coréenne. Pour moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils voient pas, quoi? C'est évident que c'est ma mère. Je me disais, mais on est, enfin, je comprenais pas. Effectivement, dès la maternelle, les petits disaient et tu les aimes tes parents et tes frères, bah, notamment avec ma sœur, et ta sœur, c'est pas ta sœur. Et j'avais plein de réflexions et moi je comprenais pas. Pour moi, c'était vraiment pas significatif dans ma vie. Est-ce que c'était difficile, en revanche, le regard des autres, le fait de devoir justifier, expliquer, raconter ton histoire? Ah, c'était pas difficile, mais c'était pénible en fait. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont lourds. Je me disais c'était vraiment et puis parfois je me retrouvais à aller chez des amis par exemple, même quand j'étais assez petite et que j'allais manger chez des amis, et je me retrouvais parfois interrogée par les parents de mes amis. Moi parfois j'avais 8 ans ou des choses comme ça, et j'étais un peu face à un interrogatoire où j'avais l'impression d'être une bête curieuse. On me disait et alors, tes parents, ils t'ont adopté et alors, tu l'as su à quel âge et est-ce que tu as essayé de retrouver tes vrais parents? Enfin, des questions de ce style, en fait. Et quand on a 8 ans, on se dit, mais c'est bizarre quand même. Et je me souviens, une fois, j'avais répondu justement à quelqu'un, mais et vous êtes heureux dans votre couple? Et là, il m'avait regardé, il m'avait dit, bah, ça te regarde pas. Et dans ma tête, j'avais pas osé le dire, mais je m'étais dit, bah là, c'est pareil, en fait. C'est des questions hyper bizarres que tu me poses en tant qu'adulte à une enfant de 8 ans. Mais bon, c'était assez, oui, c'était assez bizarre la façon dont les gens se permettaient d'être intrusifs, en fait. Dans l'email que tu m'as envoyé quand on a échangé pour préparer cet épisode, tu m'as raconté qu'en 1991, donc tu avais 6 ans, vous êtes parti avec toute ta famille en Corée du Sud pour faire un voyage avec tes parents. Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage, sachant qu'à l'époque, ça t'intéressait pas vraiment tes origines? Alors, je me suis trompée dans la date parce qu'en fait, j'avais 10 ans, mais c'était en 95, excuse-moi. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai retenu de ce voyage? Mhm. Donc, je suis arrivée en Corée et je m'attendais à voir un pays un peu en mode Afrique, avec. Enfin, j'avais un livre à la maison sur la Corée que ma mère nous lisait qui s'appelait Corée de Jade, où c'était l'image de la campagne coréenne, avec les gens qui dorment par terre, les dames qui lavent leur linge accroupies dans les mares, etc. Et donc, j'avais cette image de la Corée. Et quand je suis arrivée à l'aéroport de Séoul, et qu'on est sorti, que j'ai vu les gratte-ciel, qu'ils avaient tous des téléphones portables, des appareils photo numériques, qu'ils étaient genre 20 ans en avance sur la France, en fait, je me suis dit, oula, en fait, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que quand on a voyagé en Corée, donc on était avec mes parents et mes frères et sœurs, et ils étaient très intrigués par la situation, parce qu'on devait être sûrement dans les premiers à faire ce comeback, en fait. Et donc, la nouvelle génération avait entendu parler de ces enfants du pays qui étaient partis. Et ils avaient beaucoup de questions à poser, en fait. Et c'était étonnant parce que, pareil, ils n'avaient aucune retenue. C'est-à-dire que parfois, à l'arrêt de bus ou au restaurant, ils nous arrêtaient pour nous poser des questions ultra indiscrètes. Mais c'est qui ces gens? Enfin, puis ils nous regardaient, ils parlaient pas forcément très bien anglais, donc ils montraient mes parents, ils nous montraient nous, ils étaient là genre, pourquoi vous êtes ensemble, quoi? Pourquoi, qu'est-ce que vous faites là avec ces blancs? C'est quoi l'histoire? Racontez-moi, quoi, en fait. Et donc, on se retrouvait alors parfois au restaurant à expliquer. Donc, mes parents, enfin, ma sœur traduisait parce que c'était la seule qui parlait bien anglais à l'époque. Et elle expliquait du coup que bah, mes parents nous avaient adoptés, donc ma sœur en 79, etc. Et
que du coup on grandissait en France et tout ça. Et les réactions, c'était oh, merci, mais merci, vous avez recueilli les enfants du pays. Et parfois ils disaient attendez, attendez, ils partaient dans l'arrière-boutique et ils nous ramenaient des cadeaux. Et des cadeaux genre des masques et des tubas, enfin des trucs improbables, hein. Mais je pense ce qu'ils trouvaient, ce qu'ils trouvaient dans l'arrière-boutique. Mais c'était juste incroyable comme ils étaient reconnaissants en fait. Hmm. Ah, c'est marrant, en fait, toute une partie de l'histoire du pays, d'un coup, leur sautait aux yeux, finalement, enfin, avec votre retour. Exactement. Et il y avait une sorte de culpabilité un peu. Et, et je sais même qu'il y a il y a des gens qui souhaitaient que les enfants reviennent finalement au pays. En fait, pour eux, c'était un peu un prêt. Voilà, vous les avez gardés, maintenant vous nous les rendez. Mais bon, moi à l'époque, j'étais loin de me dire de réagir à tout ça, mais je trouvais qu'en tout cas, leur réaction était très très accueillante. Ça m'avait beaucoup touchée. Beaucoup moins avec ma sœur, parce que ma sœur, du coup, il la voyait pas comme une Coréenne, il la voyait comme une Noire. Et elle en avait beaucoup souffert, parce que souvent, il parlait que à mon frère et moi, et pas du tout à ma sœur. Parce que faut quand même dire il y a quand même une sorte de racisme, enfin, il y a quand même du racisme, disons-le. Et donc, ma sœur, elle avait beaucoup moins bien vécu ce voyage. Hmm. Et vous êtes allé à l'orphelinat où vous avez tous été adoptés? Oui. Et alors? Et ben, moi, c'est peut-être que j'étais trop jeune, mais absence de sentiments, pour moi, c'est comme si on visitait un bâtiment quelconque. Vraiment, j'ai rien ressenti de particulier. Hmm. Alors, tu m'as envoyé un mail pour me dire que justement, tout est remonté à la naissance de ton premier enfant, donc Jules, il y a 3 ans, c'est ça, en 2017? En En 2018. 2018, donc il y a 2 ans. Presque 3 ans. Est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe et ce qui se joue à ce moment-là quand tu tombes enceinte et ce que tu peux ressentir dans ton corps? Alors en fait, effectivement, ça a vraiment ressurgi, mais comme un boomerang, quand j'étais enceinte de Jules et que j'ai commencé à le sentir bouger. En fait, avant de le sentir bouger, rien de tout ça, c'était une grossesse tout à fait normale, etc. Et quand je l'ai senti bouger, ça a commencé à me travailler, en fait. Ça a été quand même un peu une montée en puissance. Au début, je pense que c'était un peu inconscient dans mes rêves. Et puis, plus ça allait dans la grossesse, plus c'était fort. Et c'est monté en puissance quand vraiment, presque je le sentais sous mes mains, si tu veux. Et là, je me suis dit, mais j'ai ressenti en fait, tout simplement l'enfant à l'intérieur de moi, de me dire que moi, un jour, j'avais été ce bébé à l'intérieur d'un ventre et que potentiellement, quand j'étais dans ce ventre, la personne qui me portait, en fait, soit ne me voulait pas. Enfin, j'ai commencé justement à me dire que j'avais été ce bébé. Et c'est ça que je ne m'étais mais jamais à une seule seconde dit. En fait, ça peut paraître bête parce que je sais pas ce que ça peut être pour un enfant non adopté, mais pour moi, en fait, ma vie, elle a commencé à 8 mois, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, non, j'ai existé avant. Et ça m'a fait mal au cœur de me dire que moi, la grossesse que je vivais avec Jules, où j'étais 100% dédiée à lui, enfin, tu vois, la grossesse épanouissante pour la mère et le bébé, tout ce que je faisais pour lui, etc. Je me disais, bah, moi, c'était tout l'inverse, peut-être. Et ça a été très, très dur. C'était horrible. En fait, d'un coup, il y a beaucoup de questions qui ont surgi. C'est ça, en fait, je me suis dit, bah, en fait, voilà, pendant toute ma vie, jusqu'à ce moment-là, j'en avais rien à faire de savoir qui étaient mes parents de naissance. La raison vraiment, le pourquoi du comment finalement j'avais été abandonnée, je me disais, bah, peu importe. L'important, c'est que tu aies trouvé une bonne famille et puis, enfin, voilà, in fine, c'est le plus important. Et là, en fait, d'un coup, je me posais des questions que j'avais pas du tout envie de me poser. Euh, Finalement, est-ce que j'étais pas l'enfant issu d'un viol? Est-ce que finalement ma mère c'était pas une prostituée? Est-ce que finalement, enfin des trucs horribles qui t'empêchent de dormir la nuit, quoi, en fait, tu vois? Et c'est vraiment ce que j'avais refusé de faire toute ma vie. Et là, j'en arrivais à me poser des questions comme ça, en fait. Et c'était très très dur. Je pouvais plus dormir la nuit.
Enfin, c'était horrible. En fait, c'était comme si j'avais été dans le déni pendant 30 ans. Mm. Enfin, 33, si je me rajeunis un peu, mais... Et donc ça a vraiment été très dur, ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis qu'il faut que tu consultes un ou une psychologue? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que c'est intéressant de faire ce travail de comprendre tout ton cheminement et ce qui est l'enfant intérieur? Alors, déjà, j'en parle beaucoup avec mon mari, parce que forcément, ça ressemblait presque à une dépression, hein, parfois. Et donc, je lui en parle, etc. Et lui, il me dit, parce qu'il n'est pas trop dans la psychologie, etc., il me dit, ah, je pense qu'il faut peut-être que tu te fasses aider, parce que là, ça a l'air de vachement te remuer, et c'est peut-être même pas bon pour le bébé, et puis c'est pas bon pour toi. Enfin, il faut que tu dormes, il faut que tu fasses la paix avec cet épisode-là de ta vie. Donc, euh, donc effectivement, après avoir pas mal cherché sur Internet ce qui pourrait me convenir, parce que j'avais fait de la thérapie, parce que peut-être que j'avais toujours senti ce flottement en moi, mais sans vraiment savoir ce qui n'allait pas, tu vois. Et puis quand tu es adopté, c'est toujours un peu la réponse facile. Dès qu'il y a un truc qui va pas dans ta vie, c'est normal, c'est parce que tu es adopté. Et ça, c'est très agaçant au bout d'un moment. Et en fait, peut-être qu'au final, il y a du vrai, mais il y a un moment dans ta vie où tu n'as pas envie d'entendre ça. Tu as besoin d'avoir d'autres réponses. Et donc, j'avais été voir un psy pendant des années, ça n'avait rien donné et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais pas retourner voir un psy. Donc, je me suis tournée vers l'hypnose, en fait. Justement, parce que j'ai vu que l'hypnose, ça parlait un peu à l'enfant qu'il y avait à l'intérieur de toi. Et je me suis dit, c'est peut-être ce qu'il me faut, en fait. Parler à l'enfant à l'intérieur de moi qui n'a pas su, en fait, faire la paix avec son histoire, qui n'a pas su accepter à l'instant T que c'était très dur ce qu'elle vivait. Peut-être pour survivre, en fait, hein. Et donc, j'ai vu un hypnotiseur et j'ai fait plusieurs séances. Donc, il m'a dit dès le début, on va pas y aller trop fort parce que j'étais quand même enceinte de 8 mois et il m'a dit, ça peut quand même vraiment vous remuer, donc on va y aller doucement. Et ça m'a fait du bien et ça m'a vraiment effectivement fait réaliser que effectivement l'enfant à l'intérieur de moi n'avait pas du tout pu vivre cette tristesse. Je m'étais interdit en fait d'être triste parce qu'il y avait aussi ce côté en moi, cette fierté de me dire je suis pas triste, moi je m'en fiche. Presque j'ai rebondi, tu vois, même petite en fait. Et aujourd'hui, c'est là que la maternité m'a transformée. Mais en fait, tu as le droit d'être triste et tu as le droit d'avoir cette souffrance à l'intérieur de toi. Et avec cette hypnothérapie, tu as réussi à te sentir un peu plus apaisée au fur et à mesure? Ouais, alors après plusieurs séances, ça a été un peu mieux et j'en ai aussi un peu parlé à ma mère, etc. Et, euh, et j'essaie d'en parler aussi avec ma sœur, mais j'ai l'impression que ma sœur, ça lui a pas du tout fait ça. En revanche, j'en ai parlé à d'autres amis adoptés et vraiment, il y en a qui sont vraiment passés par là. Et donc, d'en parler, ça a fait du bien aussi. Et puis après, ça m'a apaisée jusqu'à ce que Jules naisse, en fait. Une fois que Jules est né, là, ça a été... C'est assez drôle, je trouve, ce que tu m'as raconté, mais j'ai la sensation de dire ce que moi, j'ai pu ressentir quand ma fille est née, ce tsunami d'amour où tu es en hypervigilance, où le moindre fait et geste de ton bébé, ça t'inquiète et en même temps, tu trouves ça incroyable. Toi, c'est ce que tu as ressenti, mais ça t'a fait te renvoyer à ta propre période en tant que C'est nourrisson. ça. En fait, exactement. À chaque fois donc, il y a aussi le cocktail d'hormones, tout ce qui va avec, mais du coup, je le voyais et s'il pleurait, ça me fendait le cœur, mais d'une manière excessive, en fait. C'était impossible pour moi de le laisser pleurer déjà. Mais comme beaucoup de mamans non adoptées, mais là, moi, c'était clairement pour ça, c'est que je me voyais moi seule, et du coup, je m'imaginais des trucs un peu horribles, seule dans un berceau en train de pleurer pendant des heures avec personne qui me console, en fait. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, je lui ai dit, est-ce que je pleurais beaucoup quand je suis arrivée en France? Et là, la réponse a été pire que tout. Elle m'a dit, ah non, tu étais un enfant qui ne pleurait jamais. Et là, après mes lectures, donc comme toi, j'ai lu Isabelle Filosa et Catherine Guéguen, ou Guéguen, je ne sais jamais comment on dit. Euh,
Notamment dans Il n'y a pas de parents parfaits, j'ai retrouvé un peu une histoire similaire et c'est vrai que je me suis dit, en fait, je ne pleurais pas tout simplement parce que personne n'était là pour répondre à mes pleurs. Et ça m'a brisé en deux, quoi. Donc pendant toute la phase nourrisson, ça a été difficile Hmm. de le voir. Et en plus, je pense que comme tout se transmet de la mère à l'enfant, je pense qu'il devait le sentir, cette angoisse en moi. C'est ce qui a fait que j'ai un lien aussi fort avec lui aussi, Hmm. quoi. Est-ce que est-ce qu'à ce moment-là, ton mari il comprend ce qui est en jeu ou c'est difficile? Je pense que c'est un peu difficile. Je pense que de toute façon, j'étais très. Il y avait Jules et moi, quoi, en fait, hein. Donc, même si je pense je pense qu'il essayait un peu de comprendre, mais j'essayais sûrement un peu de lui expliquer, mais je pense que j'étais la tête dans le guidon dans mon histoire et que j'avais peut-être besoin de le vivre aussi comme ça. Et je pense que c'était compliqué pour lui de trouver sa place dans tout ça. Est-ce que à ce moment-là, enfin plutôt quel rapport à ce moment-là tu as avec ta mère biologique? Est-ce que tu penses à elle alors que tu dis que voilà avant elle faisait pas partie de ton imaginaire, tu t'avais jamais de pensée envers elle. Là, au moment de devenir mère et d'être enceinte et d'avoir ce bébé en toi, tu as un rapport différent avec elle? Ouais, en fait, j'ai switché pendant la grossesse où je me suis dit, mais quel monstre! Comment elle a pu me porter et se dire d'ores et déjà qu'elle allait m'abandonner à la naissance, pour moi, c'était inconcevable. Parce que moi qui portais un enfant, là, je me disais, mais comment on peut faire ça? Je le voyais vraiment de manière. Pour moi, c'était un monstre. Et vers la fin de la grossesse, j'ai switché en me disant, mais en fait, mais quelle femme! En fait, quel don de soi! Je me suis dit, mais c'est incroyable! Je me suis dit, mais en fait, alors, je saurais jamais les tenants, les aboutissants. Peut-être qu'elle n'a pas eu le choix et qu'il n'y a rien d'héroïque. Peut-être que. Mais dans tous les cas, je me suis dit, en fait, cette femme, c'est impossible, si elle est encore vivante, qu'elle se lève pas tous les matins et qu'elle pense pas à moi. Et moi, je me suis dit, moi, pendant des années, je me suis levée, j'ai jamais pensé à elle. Et c'est fou parce que ça m'a fait un truc, tu vois, de me dire, elle, c'est impossible qu'elle n'y pense pas. C'est impossible. Si elle est encore vivante, c'est pas possible parce que c'est tellement fort. Enfin, toi-même, tu le dis quand tu expliques le phénomène de la matrescence, c'est tellement fort de devenir mère. Euh, et même si elle n'est pas devenue. Enfin, c'est ce que je me suis toujours dit, en fait, qu'elle n'était pas devenue mère en me portant. En fait, si, malgré elle, même si elle m'a abandonnée, et peut-être que même si elle n'a jamais eu d'enfant derrière, ça reste une mère, en fait. Et pour toute sa vie. Et ça, en fait, je l'avais jamais réalisé. Au final, ça t'a permis de la colère que tu pouvais contenir, de la transformer en, je sais pas si je dirais que c'est de la compassion pour toi, mais en un sentiment différent. Ça a évolué. Bah oui, complètement. Je sais pas si vous parlez de. Oui, si, c'est de la compassion et même à un moment, c'était presque de l'amour en fait. Et de me dire ça me faisait bizarre parce que je suis passée de l'indifférence à la haine et après à de la compassion et après à de l'admiration, amour, tu vois. Est-ce que depuis que Jules est né, donc en 2018, tu as eu la sensation d'avoir envie, là, vraiment de connaître un peu plus les détails de ton histoire, à aller chercher, à aller te renseigner et à cheminer différemment de ce que tu as pu faire sur les 33 dernières années? En revanche, non. J'ai pas du tout envie. Ça m'a soulevé des nouvelles questions, mais j'ai toujours pas envie d'avoir les réponses. Parce que je reste persuadée au fond de moi que ça ne peut pas me faire du bien. Ça c'est très personnel. Je pense que pour en avoir parlé avec beaucoup d'enfants adoptés, on n'est pas du tout pareil. Même au sein de ma fratrie, je pense qu'on est différents. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes questions, on n'a pas les mêmes histoires et on n'est pas les mêmes personnes. Et donc moi, ça ne m'apportera rien de bon. Et aujourd'hui, on est dans une ère où on peut faire des tests ADN, et Oui. qui est quelque chose que beaucoup d'enfants adoptés ou nés sous le secret font au cas où ils pourraient retrouver un membre de leur famille. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que ça t'interpelle? Et ben j'ai hésité j'ai écouté des podcasts, tu sais, sur Slate. Mhm. Et il y en a énormément justement des enfants
qui apprennent, qui sont nés à la suite d'un don de sperme ou qui sont adoptés, etc., qui font, je sais plus comment ça s'appelle cette entreprise américaine où Il y en a plusieurs qui tu, font. voilà, tu commandes sur Internet et ça coûte vraiment pas cher et après c'est incroyable parce que du coup tu peux retrouver plein de gens et j'y ai pensé. En fait, ce qui me dérange, c'est de donner mon ADN à une entreprise privée. Enfin, c'est euh, c'est plutôt le mécanisme qui me dérange. Et après, je me suis dit aussi, enfin, qu'est-ce que ça va m'apporter? Du coup, je l'ai pas fait. Mhm. Et ouais, non, ça me ferait peur parce que ça pourrait ouvrir des réponses. Et comme je te disais, j'ai pas envie de les avoir. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Je comprends, c'est comme tu dis, c'est personnel à chaque enfant et chaque parent de décider ça. Au moment de la maternité, on est beaucoup de femmes à se tourner vers nos mères pour poser des questions, pour savoir comment on était nous, qu'est-ce qu'elle faisait elle. Est-ce que c'est le type de conversation que tu peux avoir avec ta maman? Est-ce que le fait qu'il y ait 7 mois où il y a une page blanche, c'est compliqué? Comment est-ce que vous parlez de tout ça? Bah, alors, avec ma mère, on s'entend très bien, mais ça peut être compliqué parce que, mais là, je pense que rien à voir avec l'adoption. On c'est-à-dire que dès que je fais quelque chose, elle va me dire mais pourquoi tu fais comme si donc en fait parler de tout ça c'est un peu compliqué et c'est vrai que moi quand justement j'ai eu Jules j'ai réalisé aussi et j'ai eu beaucoup d'empathie pour ma mère que je n'avais jamais eu parce que parfois en tant qu'enfant on est profondément auto-centré et presque un peu égoïste hein, c'est vrai qu'on ne demande pas trop souvent à leur demander comment eux ils vont, comment eux ressentent les choses, alors que eux nous demandent tout le temps, etc. Et en étant enceinte, je me suis dit, oh, c'est vrai que ma mère, elle a jamais vécu ça. Et je me suis dit, tiens, comment ma mère, elle vit le fait d'avoir des enfants elle a eu 2 filles qui l'ont vécu. Euh, Est-ce que c'est pas dur pour elle? Et tu vois, je lui ai jamais posé la question. Parce que, connaissant ma mère, qui est quand même assez de mauvaise foi, elle dira mais non non c'est pas dur ça me fait je suis très contente pour vous et mais je ne peux pas croire que ça ne lui fasse rien, je ne peux pas le croire parce que si on se met 2 secondes à sa place, ma mère qui est quelqu'un qui a toujours rêvé d'avoir 6 enfants qui s'est toujours occupé des enfants des autres en plus, ça l'a forcément remué. De voir ses filles avoir des enfants biologiques. Forcément. Et donc après, ma sœur et moi, on a eu nos nourrissons, etc. Ça a toujours été un peu compliqué avec ma mère. Est-ce que c'est à cause de ça, etc. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est toujours une période où c'est un peu tendu, où elle y va toujours de son petit conseil. Et bah, nous, en tant que maman, on a aussi notre avis sur la question. Donc, je sais pas. Je pense pas que c'est un lien que avec l'adoption, mais peut-être aussi un peu. En effet. Ma mère, dans ces périodes-là, c'est comme si, parce qu'en plus, elle est de formation auxiliaire de puériculture, donc c'est comme si elle voulait nous apprendre des choses. Et moi, bien sûr que j'ai jamais eu envie de lui répondre, écoute, t'en sais rien, t'as jamais eu de bébé de cet âge-là, parce que ça me serait jamais venu à l'esprit. Mais c'est presque comme si elle me tendait le bâton pour que j'en arrive là, en fait. Hein. Parfois, Hmm. parfois c'est compliqué. T'as réussi à avoir aussi une petite fille que je vois devant moi, juste derrière, après ton fils. Est-ce que t'as eu peur de revivre un gros chamboulement? Pour ça que je dis t'as réussi, c'est parce que ça veut dire que t'as dû cheminer pour te dire je peux avoir un deuxième enfant. Est-ce que j'ai eu peur d'avoir un deuxième enfant ou est-ce que j'ai eu peur d'avoir une Les fille? deux. Non, d'avoir d'être à nouveau chamboulée, d'être à nouveau prise dans voilà, c'est cette transformation que t'as eue avec Jules. Non, c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai tout de suite senti enfin, le chemin par lequel j'étais passée, c'était fait, c'était bon, c'était acté. Et non, c'était sûr que non, j'étais en paix avec ça. Je me suis toujours demandé en revanche si j'avais une fille, effectivement, comment je le vivrais. Et nous, on avait gardé la surprise du sexe pour Lison. Et quand j'ai su que c'était une fille, bon bah à l'instant T, tu vois ce que c'est, t'es pas du tout dans ce genre de questionnement. Et un peu après coup, j'ai réalisé qu'en fait non, c'était pas du tout un sujet. Alors que c'est une fille et que je pourrais au contraire beaucoup plus me projeter, etc. Et j'ai paradoxalement beaucoup moins de mal à la laisser pleurer que Jules.
alors que c'est une fille. Et puis il y a aussi l'expérience peut-être de me dire, bon, bah là, elle pleure, mais pas fort. Donc ça me fait pas du tout l'effet, ça me fend pas le cœur, etc. Tu te mets pas à sa place, en fait. C'est Non, plus... il n'y a pas de Ouais. process d'identification, etc. Donc je suis très soulagée par rapport à tout ça. Donc tu peux vivre plus sereinement, en fait. Exactement. Et ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que après la naissance de Jules, quand ça allait à nouveau pas bien, quand il pleurait, etc., j'ai fait des séances d'EMDR. Donc, tu sais, c'est une thérapie qui avait été utilisée par les soldats qui revenaient de la guerre, etc., qui ont vécu des traumatismes assez forts. C'est avec, ça te soigne, c'est une thérapie oculaire, en fait. Et je me suis dit après coup, mais pourquoi mes parents me l'ont pas fait faire avant? Et c'est vrai que quand j'ai fait cette thérapie, mais ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a En fait, c'est comme si ça m'avait libérée d'un poids et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris en fait pourquoi, parce que j'étais quelqu'un de très sensible et dès que je pouvais avoir un sentiment un peu d'abandon, euh, mais de près ou de loin, hein, je me mettais dans un état mais pas possible, Hmm. c'est-à-dire de manière excessive. C'est-à-dire que je te donne un exemple tout bête. Je sais pas si j'avais prévu. Enfin, si par exemple dans le travail, je travaille avec un associé, il a tendance à plus faire travailler un collègue que moi, et que j'ai du coup le sentiment qu'il m'abandonne, ça pouvait me faire pleurer, tu vois. Alors que enfin, c'est bon, c'est le travail, c'est pas grave, et puis tu peux toujours trouver une solution, mais ça pouvait me donner des réactions qui étaient, je le voyais bien en fait, c'était excessif, et ça mettait le doigt en fait sur autre chose. Et le MDR, en fait, elle m'a fait comprendre, elle m'a dit en fait, quand vous avez de près ou de loin votre cerveau qui ressent ce que vous avez pu ressentir en étant enfant, en détresse, d'abandon, vous, personne, même si vous avez 35 ans, vous retournez à la maturité de quand vous aviez cette sensation d'abandon, donc à savoir peut-être 0 ans ou quelques mois de vie, ou quelques années, parce que ça a dû mettre du temps à s'estomper. Et donc, vous avez la maturité cérébrale qui va avec pour gérer ça. Donc, très peu. Et donc, vous êtes en panique. Et oui, à chaque fois, je me mettais à pleurer, etc. Et en fait, là où moi, je me disais, bah, c'est juste que ça me touche trop, etc. Mais oui, en fait, ça me touche trop parce que ça fait renaître ce sentiment d'abandon que je n'avais pas réglé, en fait. Et depuis que j'ai fait les séances de MDR, et ça m'a débarrassé de tout ça. Hmm. C'est-à-dire que quand je me retrouve dans des situations où je peux avoir un sentiment d'abandon, typiquement quand je me dispute avec mon mari, là où je sais pas, des personnes qui n'ont pas un sentiment d'abandon vont avoir d'autres peurs. Moi, je vais avoir toute de suite peur qu'il me quitte et qu'il m'abandonne. Et ça pouvait me mettre dans des états mais atroces. Et là, maintenant, j'arrive avec un cerveau d'adulte, à gérer la dispute, en fait. Et à me dire, non, mais c'est pas parce qu'on s'est disputé qu'il va partir. Et c'est pas parce qu'on s'est disputé que c'est la fin de notre couple. Avant, c'était horrible, quoi. Je me disais, il va me quitter, je vais me retrouver toute seule, il va m'abandonner, comment je vais faire? Et ça allait, en 2 secondes, dans ma tête, ça vrillait. Et j'étais plus capable de gérer. J'avais 2 ans, je pense, en termes de gestion des conflits. Et là, maintenant, bon, je te dis pas que j'aurai 35, mais on va dire que j'ai presque 20 ans. Ça va un peu mieux. C'est bien parce que quand ton fils a des tempêtes émotionnelles, tu dois te dire ah oui, je vois très bien ce que tu ressens là. C'est Ouais, ça, exactement. vu qu'il a 2 ans. Exactement. En fait, au final, ça a été un chemin difficile de devenir mère, dans le sens où ça a fait remonter beaucoup de choses. Mais comment tu te définirais aujourd'hui? Est-ce que ça a changé ta vie finalement? Ça a littéralement changé ma vie et ma personne. C'est-à-dire que j'étais avant quelqu'un. Bon, déjà, quand je suis tombée enceinte, il y a beaucoup de gens qui me disaient ah bon, toi, tu veux des enfants? Parce que j'étais un peu intolérante envers les enfants. Dès qu'il y en avait un dans le train qui mouvetait, je me disais mon Dieu, mais pourquoi les gens font des enfants? Pourquoi ils nous les imposent? Enfin, j'étais très intolérante envers les enfants. J'étais capable de garder mon neveu et de pas lui changer la couche pendant 4 heures parce que j'estimais que c'était pas mon fils et que c'était pas mon problème, tu vois. J'étais pas kid friendly. Et après, donc je suis tombée enceinte. Donc déjà, je me suis hyper intéressée à la grossesse, la maternité et tout ça. Et après, quand j'ai eu Jules, c'est comme si mon cœur s'était ouvert, quoi, en Hmm. fait.
Enfin, j'ai toujours été quelqu'un de gentil quand on me connaissait vraiment, mais j'avais un côté un peu dur et ça faisait partie un peu presque d'un personnage que je m'étais sûrement construit autour de toute mon histoire. Et Jules a complètement brisé la glace, cassé la carapace. Maintenant, je vois un clochard dans la rue, je peux me mettre à pleurer. Je suis à l'inverse hyper sensible. Toutes les histoires d'enfants, ça me met en larmes. Enfin, et puis, ouais, j'adore les enfants maintenant. J'imagine que c'est une question qu'on doit te poser tout le temps, mais ça m'intrigue quand même la réponse. Est-ce que quand on est enfant adopté, on a envie d'adopter ou est-ce que c'est quelque chose qui est inenvisageable justement? Non, c'est une bonne question. Et moi, j'aurais adoré adopter. J'aurais adoré adopter parce que quand mes parents ils me racontent l'adrénaline on monte le dossier. En plus, à l'époque, c'était plus facile d'adopter, hein, faut quand même dire ce qui est. Donc, on monte le dossier, on a la réponse, on sait qu'on a un agrément, et puis après, ah bah ça y est, on nous a attribué un enfant et on l'attend. Et après, on va le chercher à l'aéroport. Non, mais moi, à chaque fois qu'il me raconte l'histoire, je me dis, mais ça doit être trop fou, quoi. Et quand j'écoute aussi des reportages, je me dis, mais ça doit être dingue. Et j'aurais aimé le vivre parce que si j'aurais aimé avoir cette expérience d'une autre maternité et de me dire, eh ben, c'est pas mon enfant, on n'a pas de lien de sang, mais je l'aime autant. J'aurais aimé pouvoir me le dire, en fait. Mais bon, malheureusement, c'est compliqué. Enfin, déjà, mon mari ne veut pas de troisième enfant. Donc voilà. Et en plus, j'ai l'impression que, enfin, pour le coup, faut peut-être laisser la place aux gens qui en ont pas du tout et tout ça, parce que ça a l'air d'être très compliqué d'adopter. Donc, Mais peut-être en passant par ce processus d'adopter, tu aurais pu aussi ressentir ce que ta mère a ressenti en adoptant, c'est ça? ouais, exactement. J'aurais beaucoup aimé. Et est-ce que ta sœur aussi, c'est quelque chose qui... Oui, ma sœur aussi, elle aurait aimé. Mon frère, je pense pas. Mais ma sœur, oui. Est-ce que tu as compris aussi, en devenant mère, on parle beaucoup de ce que c'est la transmission intergénérationnelle, des fardeaux qu'on porte depuis des générations et des générations. Est-ce que ça t'a questionné, ton arbre généalogique, clairement, ce que tu peux avoir pris de ta mère, qu'il soit biologique ou ta maman? Comment est-ce que tu as géré ça? Ben, tu vois, quand tu me parles de transmission, pour moi, ça ne peut être qu'avec mes parents biologiques. Je me pose pas la question, en fait, avec ma mère de naissance. Avec tes parents adoptifs, alors, t'as dit Oui. biologique. Ah oui, pardon. Pardon. Mais tu vois, c'est un lapsus révélateur. Je pensais à mes parents adoptifs parce que j'ai du mal à dire cette adoption parce que j'ai l'impression que ça illégitime un peu leur position. J'ai toujours eu du mal avec cette expression. Mais non, j'ai pas eu de problème particulier et j'ai pas l'impression que ça en ait posé plus. Non, pour le coup, non, j'ai pas l'impression. Pour terminer, ça m'intrigue aussi comment ton fils réagit face au fait que tu sois toi adopté. Déjà, je pense que tout doit être un peu, il est petit, hein, compliqué, mais comment est-ce que vous amenez la question? Qu'est-ce que vous dites avec sa grand-mère, son grand-père? Alors moi, j'en ai parlé très petit aussi en me disant, ça serait bien que, tout comme moi, ils se disent pas un jour, tiens, c'est bizarre, ma mère elle est asiatique et ma grand-mère elle l'est pas. Donc j'ai essayé de lui en parler dès tout petit que voilà, ma mère ne m'avait pas porté dans son ventre, etc., etc. Mais alors bon, déjà il est petit comme tu dis, puis en plus c'est un garçon, donc toutes ces histoires-là, je commence et j'ai à peine fini qu'il me dit, on va jouer dehors. Enfin, il s'en fiche quoi. Pour l'instant, ça lui parle pas du tout. Mais peut-être que ma fille, ça lui parlera plus. Je sais pas. Mais en tout cas, tu as déjà fait l'effort de raconter et de poser des mots. Oui, exactement. Parce que tu sais, dans les familles adoptées, il y a un phénomène. Attends, 2 ans. Excuse-moi, je me mouche. Dans les familles adoptées, il y a un phénomène, et ça, par exemple, je l'ai vécu avec un de mes cousins. C'est que un de mes cousins qui est plus jeune que moi, donc qui m'a toujours vu pour le coup dans la famille. C'est un jour, à 10 ans, il te regarde et il fait ah mais en fait t'es asiatique. Et ah mais en fait oui, tu ressembles pas à tes parents. C'est le phénomène de ils voient plus, enfin les gens ne te voient plus comme une asiatique adoptée, etc. Tu fais partie un peu de, enfin ça les choque plus parce que ils ont grandi avec ça.
Et donc, je sais plus où je voulais en venir, mais Donc de verbaliser, d'expliquer, c'est... oui, je pense qu'en fait, quand tu le verbalises et que c'est la norme et qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a pas de tabou, etc., je pense qu'en fait, il y a pas vraiment de sujet. Ça fait partie de la vie, quoi, et de la famille. Ah oui, non, c'est marrant ce que tu dis, que ton cousin, d'un coup, il a eu cette révélation que tu étais d'une origine différente. Oui, mais tout comme moi, un jour, je l'ai eu, hein. Ça faisait rire ma mère parce qu'une fois, quand j'étais petite, je me regardais dans la glace et je lui ai dit, mais maman, pourquoi tout le monde me dit à l'école que je suis chinoise? Elle m'a dit, parce que tu vois bien, t'es asiatique et donc les gens, ils font pas la distinction entre les Coréens, les Chinois et tout ça. Et moi, je me regardais, mais je me voyais pas du tout asiatique. Et parfois, je regarde les photos de moi enfant et je dis à mon mari, je lui dis, mais là, tu trouves que je suis asiatique? Et il me dit, oui, carrément, enfin, t'es coréenne, quoi, mais c'est bizarre parce que, et quand je vois j'ai vécu pendant 8 ans à Paris et quand je voyais les troupeaux d'asiatiques au Trocadéro, à la Tour Eiffel et tout ça, pour moi, on n'était pas pareil, quoi. Enfin, et quand ils venaient me parler en chinois ou en japonais, coucou est là. Ah, c'est Jasmine, attends. Ah oui, c'est Jasmine, pardon. Oui, quand ils venaient te voir. Quand ils venaient me voir et qu'ils me parlaient dans leur langue asiatique, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, ça me rappelait que j'étais asiatique, en fait. Là où moi, j'oubliais complètement. C'est intéressant ce que tu dis, que c'est dans le podcast Kiffe ta race. C'est la première question qu'ils posent aux invités, de dire comment tu te définis. Est-ce que tu te définis comme personne blanche, noire, d'origine asiatique, coréenne? Et tout le monde n'a pas du tout la même réponse, et c'est exactement ce que tu dis, quoi. En fait, moi, je me sens vraiment blanche, et c'est dans le regard des autres que je me sens asiatique. Quand sans cesse, ils me posent des questions sur ça, en fait. Et tu parles coréen, et tu sais faire les nems, et les trucs comme ça, en fait. Oui. Il y a quand même un peu de racisme derrière tout ça. Ouais, mais quand c'est asiatique, on dit que c'est drôle, tu vois. Quand c'est du racisme asiatique, ça fait rire les gens. Mais bon, bref. Mais merci beaucoup, Anne-Sophie, d'avoir partagé ton histoire. Je suis hyper touchée que tu m'aies contactée, que tu aies bien voulu en parler, parce que j'imagine que c'est plein de chamboulements. Déjà que c'est difficile de devenir mère quand ça fait remonter sa propre histoire, ça doit pas être simple à gérer, donc merci à toi. Merci à toi, Clémentine. Et merci pour tout ce que tu fais. Non, merci. Ton podcast est vraiment génial. Merci, c'est gentil. Merci Anne-Sophie. Merci à toi. C'était Anne-Sophie Imbert, maman adoptée en Corée du Sud. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.